Donc, bonjour, merci, merci à la main à la pâte de nous avoir invités. Moi, je suis très contente d'être ici ce matin. Et donc, nous allons évoquer une formation pour des formateurs. Nous l'avons conçue dans le cadre du groupe IREM, Primaire Collège de Paris, à partir des questions et des besoins déclarés des enseignants du groupe, de leur retour d'expérience avec leur classe et de travaux de recherche sur la thématique. Donc, nous allons d'abord présenter des éléments à l'origine de la formation, les grandes lignes de cette formation, et puis des retours d'enseignants et de formateurs et des questions que ces retours soulèvent et nourrissent. Alors, en fait, je fais notamment ce préambule, bon, quand même pour situer notre propos, et aussi parce que c'est un travail de formation qu'on présente. Du coup, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment une recherche, même s'il y a une recherche en fait qui est associée à ce travail, un travail de thèse en fait qui démarre, mais donc on n'a pas de résultat au sens de la recherche pour le moment. Le contexte institutionnel de ce groupe IREM, en fait, donc le contexte initial est le suivant. Donc au départ, on a un groupe IREM pluricatégoriel créé en 2014. Il doit alimenter la réflexion sur le nouveau cycle 3 qui est créé à l'époque. Il est constitué d'enseignants pour le cycle 3 de l'école ou du collège, de 2 chercheurs en didactique des mathématiques sur le nombre, sur les pratiques des enseignants avec les technologies. Certains sont des formateurs pour le premier degré, d'autres pour le second degré, mais pas tous. Le groupe est créé dans le cadre d'un projet. Il fait Texas Instruments, dans lequel des classes sont équipées avec des calculatrices spécifiques. Ce projet Caprico vise à développer des usages de la calculatrice susceptibles d'enrichir les connaissances des élèves du cycle 3 dans le domaine du nombre et du calcul. Les enseignants qui participent au groupe, en fait, ils souhaitent s'investir dans un travail avec des chercheurs, ils souhaitent intégrer la calculatrice dans leur classe, et puis, pour certains, mettre en place des liaisons école-collège. Et en fait, dans ce contexte, le défi calcul, donc qui fait titre, le défi calcul apparaît. C'est une activité qui a été repérée par une enseignante du groupe dans une annonce d'un éditeur pour un concours entre classes. Et donc, notre collègue la porte avec l'idée que l'activité peut permettre d'apprendre aux élèves à utiliser leur calculatrice à bon escient et servir de support à des rencontres interclasses. Merci. Bonjour, donc je suis Isabelle Melon, je suis professeure des écoles et actuellement conseillère pédagogique de circonscription dans l'Académie de Paris. Alors afin que vous ayez une idée plus précise de l'activité dont il est question, nous vous proposons de vivre un moment de défi calcul et nous avons adapté la mise en œuvre et la durée au contexte d'aujourd'hui. Donc nous allons vous donner 4 calculs. Et vous allez avoir le choix, vous allez avoir le choix entre 2 formes de calcul pour trouver le résultat, le calcul mental et uniquement mental, ou bien le calcul instrumenté. Donc nous n'avons pas de calculatrice à distribuer à chacun d'entre vous, mais si vous disposez d'un téléphone portable, vous pouvez d'ores et déjà chercher la fonction calculatrice sur votre téléphone. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, préparer un rapide tableau constitué de 4 colonnes et 5 lignes, et puis vous pouvez numéroter les lignes. Et pendant ce temps, je vous présente le barème, parce qu'il y a des points à gagner. Alors, vous pourrez gagner 4 points pour un résultat en calcul mental juste, 2 points pour un résultat à la calculatrice juste, pas de points en cas d'absence de réponse, et moins 1 point pour un résultat faux. Voilà. Donc, voici les 4 calculs. Ce n'est pas la peine de les recopier, et dans un premier temps, vous devez seulement les observer attentivement et indiquer dans la 2e colonne, par la lettre C ou la lettre M, si vous projetez
d'effectuer le calcul mentalement ou bien à la calculatrice. Je vous laisse faire votre choix. Donc on ne calcule pas, on observe hein, pour le moment. On fait son choix. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, donc maintenant, vous pouvez calculer uniquement ce que vous avez choisi de faire à la calculatrice. Et vous pouvez écrire, enfin si vous avez copié le tableau, vous pouvez écrire le résultat dans la 3e colonne. Je vous laisse un petit moment. Alors, il vous reste certainement des calculs à effectuer mentalement. Donc, vous pouvez le faire maintenant. Vous ne touchez plus à votre calculatrice. Je vous laisse un petit moment. Je laisse encore. Ils sont encore en train de... Voilà. Bien. Nous passons à la correction. Alors, comme nous ne pouvons pas nous attarder pour échanger sur vos choix de forme de calcul et de stratégie, nous en avons détaillé certaines avec les habiletés calculatoires qui sont sous-jacentes. Voilà. Alors, pour le premier calcul, donc il pouvait être fait mentalement. Voilà, une première stratégie dans laquelle il faut mobiliser des connaissances en numération pour décomposer 15. Une stratégie liée à la numération, multipliée par 10. Des connaissances procédurales, multiplié par 5, c'est multiplié par 10, puis divisé par 2. Des répertoires mémorisés, les tables. Et puis également une propriété des opérations, la distributivité de la multiplication. Une deuxième stratégie. On s'appuie là aussi sur des répertoires mémorisés, les tables, et une technique liée à la numération, une fois de plus multipliée par 10. En revanche, on fait appel à une autre propriété des opérations, l'associativité. Une troisième stratégie possible. Grâce au complément à 10, on effectue une décomposition soustractive de 28, 30 moins 2, et on mobilise des répertoires mémorisés, les multiples de 15, le répertoire additif, et une fois de plus la distributivité de la multiplication. On passe au deuxième calcul. Il pouvait être réalisé mentalement, mais pour cela, il fallait repérer que 36,1 plus 36,2 plus 36,3 peut se transformer en 3 fois 36,2 grâce à une compensation et à l'associativité de l'addition. Puis ensuite, voir que ce nombre, 36,2, était répété 10 fois, 3 fois et 7 fois. Le calcul suivant, bon, vous avez certainement choisi de le faire à la calculatrice. Et enfin, le dernier calcul que l'on pouvait faire mentalement. Excusez-moi.
Voilà. Faire mentalement, puisque si on repère... Il y a débat, hein, il y a débat. C'est possible. Ouais. Non, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, si on repère... Ah oui. Oui. Si on repère la présence de chiffres identiques au même rang, dans les deux nombres, celui des milliers et celui des centaines, eh bien, il faut ensuite soustraire successivement 4 milliers puis 7 centaines. Alors, en fait, ces quelques exemples illustrent la complexité de la tâche. Ils nous montrent que les habiletés calculatoires mobilisées mentalement sont variées, que ces habiletés diffèrent selon la stratégie mise en œuvre et qu'elles n'apparaissent parfois qu'au cours du raisonnement. Alors finalement, si on ne maîtrise pas ces habiletés, on a peu de chances d'y recourir de manière pertinente dans la conduite du raisonnement qui engage à la fois des adaptations et des prises de décision. Et ces éléments sont à considérer du point de vue de l'élève et aussi de l'enseignant. Alors, en fait, au sein de notre groupe IREM, après la réalisation de plusieurs rencontres interclasses, la demande de ritualiser l'entraînement au défi est apparue, et l'enjeu étant à minima de préparer les rencontres, et à maxima de faire du défi un véritable outil pour l'apprentissage du calcul mental. En effet, donc la conception du calcul mental, donc qui est sous-jacente dans ce que nous venons de présenter, est en résonance avec les travaux d'Artigue sur l'intelligence du calcul, ce Butlen sur le calcul mental. Nous allons y revenir. Elle rejoint celle que l'on trouve dans les travaux français récents de Chenet, directeur scientifique du CNESCO, Rinaldi aussi, par exemple. Elle fait écho à de nombreux travaux étrangers sur la question. Il s'agit en fait donc d'aider les élèves à développer leur capacité d'adaptation au calcul en les outillant pour qu'ils puissent analyser les calculs, prendre les décisions ad hoc et effectuer les calculs. Et donc, dans ce contexte, la ritualisation du défi apparaît comme un moyen de réinvestir en différé et dans des contextes relativement complexes des connaissances déjà travaillées, un peu comme la dictée quotidienne pour l'orthographe en français. Cette ritualisation suppose de disposer d'entraînement au défi, articulé avec ces savoirs à réinvestir. Et donc, à cette fin, nous avons été amenés à concevoir, au sein du groupe IREM, un outil pour décrire les savoirs en jeu en calcul mental. Et cette grille d'analyse, donc des savoirs, doit nous permettre en fait d'élaborer un autre outil, une banque de calcul, à savoir des séries d'items organisés par les savoirs potentiellement en jeu dans les calculs. Nous avons donc tenté de mettre à plat les différents types de savoirs, bien sûr en s'appuyant sur des travaux antérieurs, mais je crois qu'on a un petit peu avancé. Donc dans les exemples qu'on a présentés, eh bien, on peut repérer 3 dimensions qui vont intervenir dans le calcul mental: les propriétés des opérations, un répertoire de faits numériques, et puis les propriétés des nombres et des opérations liées à la numération décimale. 2 autres dimensions liées pour l'une au registre d'expression des nombres et pour l'autre au symbolisme arithmétique, notamment liées aux parenthèses, sont importantes, mais nous n'en parlerons pas dans le cadre de cette présentation. Et finalement, en fait, si la diversité des calculs qu'on peut produire en quelque sorte est très grande, les savoirs à mobiliser dans ces calculs numériques nous semblent pouvoir être relativement circonscrits. Alors, donc, pour ce qui, je vais faire un petit peu un catalogue, mais donc en m'appuyant sur les exemples qu'on a évoqués avant. Donc, les propriétés des opérations qui sont donc pour l'addition et la multiplication, l'associativité, la commutativité, la régularité, et puis la distributivité de l'addition. Et en fait, dans le calcul mental, ces propriétés vont être sollicitées soit directement, mais en fait, c'est souvent combiné à une décomposition de nombres qu'elles vont se rencontrer. Donc, ensuite, on a aussi un répertoire de faits numériques mémorisés, par exemple donc, les tables de multiplication.
Et il me semble important de souligner qu'on peut les avoir dans les deux sens, c'est-à-dire combien de fois 6, 42, mais aussi 28, c'est combien de fois 7. On a aussi des éléments de répertoire additif, par exemple les compléments à 10 qui interviennent dans la décomposition de 28 en 30-2, les premiers multiples de 15 aussi qu'on a rencontrés. Et puis, donc, une troisième dimension des savoirs à mobiliser, ça va être celle des propriétés des nombres et des opérations, mais là, pas en eux-mêmes, mais en relation avec la numération décimale. L'écriture chiffrée, dans une certaine mesure, le nom du nombre, lorsque le calcul est donné oralement, vont s'interpréter comme une décomposition en un système d'unités organisé selon les puissances de 10, les unités, dizaines, centaines. Donc, on a deux propriétés importantes pour la numération chiffrée. Une position correspond à un ordre d'unités, et puis dans l'écriture chiffrée, de la droite vers la gauche, les unités sont en ordre croissant, et deux positions adjacentes correspondent à deux unités dans le rapport 10. Et en fait, ces propriétés vont avoir des conséquences directes sur les techniques de calcul mental. Et en particulier, quand on a des calculs à effectuer sur des nombres à plusieurs chiffres, eh bien, par exemple, la multiplication et la division par les puissances de 10 vont être radicalement simplifiées, puisque multiplier par 10 revient en fait à multiplier par 10. Donc multiplier par 10 un nombre à plusieurs chiffres revient à multiplier par 10 en fait chaque ordre d'unité, et du coup dans cette multiplication, les unités vont devenir des dizaines ou des dizaines des unités. Et donc il suffit juste de translater d'un cran vers la gauche simultanément tous les chiffres d'un nombre. Donc c'est pour ça, donc on a mis en avant cette idée de numération dans les présentations de calcul précédentes. Pour ce qui concerne par exemple l'addition et soustraction, comme les unités de même ordre s'ajoutent ou se retranchent, et bien sous certaines conditions, les additions ou soustractions sur des grands nombres vont se réduire à des additions et soustractions sur des nombres à un chiffre, comme dans le dernier calcul. On a aussi, par exemple, d'autres propriétés, de ces propriétés se déduisent aussi, par exemple, le fait qu'on a 13 dizaines dans 137, ce qui permet de réduire une soustraction comme 137 moins 50 en 13 moins 5. En fait, on voit les propriétés de la numération décimale font qu'on a des calculs qui vont se faire plus simplement. Ces propriétés vont aussi avoir des conséquences sur les décompositions et recompositions de nombres qui vont être faciles à trouver. 15, c'est 10 plus 5, 28, 10 moins, 30 moins 2. Et elles ont aussi des conséquences sur la possibilité d'identifier des ordres de grandeur des nombres. Et en fait, ces ordres de grandeur vont pouvoir contribuer au pilotage du calcul, comme on l'a vu précédemment quand on a arrondi, quand on a pris 30 moins 2. En fait, on pense à ce 30 moins 2 parce qu'on arrondit le 28 à 30 et puis, ou à 3 dizaines, et ensuite on retranche 2. Et donc, en fait, pour marquer des points au défi calcul, eh bien, il va falloir produire des raisonnements qui vont s'appuyer sur ces savoirs. Et donc, il nous semble que les savoirs sur les nombres et les opérations que nous venons de présenter vont permettre un pilotage raisonné des calculs, comme le dit Hartig à propos de l'intelligence du calcul. On voit aussi que plus le répertoire de propriétés élémentaires, mémorisées ou automatisées est étendu, plus la diversité des techniques envisageables va être grande et le choix d'une procédure efficace possible. Ça va donner du sens pour les élèves à l'importance de mémoriser certains faits numériques. À l'inverse, l'élève dont le répertoire est réduit ou peu flexible, par exemple qui ne connaît cette table que dans un sens, ne va pas pouvoir développer des techniques et se rabattra sur des techniques automatisées comme les opérations posées dans sa tête. Butlen et Pézard ont appelé ce phénomène le paradoxe de l'automatisme. Et en tout cas, nous, munis de notre outil d'analyse des calculs, eh bien, dans le cadre du groupe IREM, nous avons développé une première banque de calculs et un outil pour mettre en œuvre les raisonnements, les entraînements au défi, à la suite de quoi 2 membres du groupe ont ritualisé le défi dans leur classe. Et donc, Nathalie va présenter le travail fait avec ses élèves.
Alors moi j'ai fait ça avec une classe de CE2, c'était déjà plus cycle 3, mais bon, comme je n'avais pas trop le choix parce que j'étais tout récemment arrivée dans l'école, j'ai fait avec le niveau qu'on m'avait attribué. Donc du coup ça se passe en début d'année. Enfin, on avait déjà commencé à travailler avec le groupe IREM et donc du coup j'ai fait cette expérimentation avec ce niveau. Et ça s'est organisé en 3 temps. Donc, il y a eu des séances d'assimilation et... Mais pourquoi ça passe pas? Je suis dessus. Excuse-moi. Okay. Donc des séances d'assimilation et d'entraînement, premièrement. Ensuite, on est passé à l'élaboration de propositions de correction pour d'autres classes. Je n'ai pas réussi à faire une liaison école-collège puisque aucun collège ne voulait travailler avec des CE2. Et ensuite, rédaction de défis pour d'autres classes. Donc, normalement ça passe. Oui. Comme vous, donc ce que j'ai fait, c'est comme on a fait avec vous, on vous a donné une petite feuille. Donc les élèves avaient cette feuille d'abord face cachée, ils écrivaient leur nom derrière, et on attendait que tout le monde l'ait, et tout le monde ait noté son nom. Et ensuite, ils avaient entre 1 minute et 1 minute 30 pour déterminer s'ils allaient faire un calcul mental ou un calcul instrumenté. Calcul mental s'écrivait CM et calcul instrumenté CI. Et donc, j'exigeais qu'ils utilisent une couleur différente entre le calcul mental et le calcul instrumenté, en sachant que le calcul instrumenté, étant donné que la calculatrice était bleue, il fallait qu'ils les écrivent en bleu, le reste était en noir. Donc, vous pouvez le voir dans... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin bref. Et donc, ils avaient entre 1 minute et 1 minute 30 pour déterminer. Ensuite, une fois que tout le monde était prêt, ils avaient 3 minutes pour réaliser les calculs. Donc, déjà 3 minutes avec la calculatrice. Oui, c'est ça. Et de compléter donc les résultats. Ensuite, ils retournaient, on attendait que tout le monde soit prêt et on faisait le calcul mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que je donnais 3 niveaux. Je faisais la pédagogie différenciée. Je ne donne pas un même niveau pour toute la classe, mais 3 niveaux. Donc chacun pouvait déterminer s'il souhaitait faire le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, en sachant que le niveau 1, c'était le niveau le plus facile et niveau 3, le plus compliqué. Les élèves avaient la possibilité de travailler seuls ou en binôme. Donc là, dans l'image que vous voyez, il y a un binôme. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que non seulement les élèves sont motivés pour travailler seuls, mais avant de travailler seuls, ils demandent de passer au niveau supérieur, etc. En sachant que même si c'est niveau 1, au fur et à mesure, le niveau 1 n'est plus vraiment un niveau 1. Voilà, ça se complexifie au fur et à mesure de l'année. Ensuite, on passe à la correction collective. Donc là, le barème est un peu différent de celui que vous avez eu tout à l'heure, puisque c'est 4 points pour un calcul mental bon, 1 point pour un calcul instrumenté, et par contre, c'est -2 si le calcul est faux, qu'il soit mental ou instrumenté, et en absence de réponse également. Et ensuite, les élèves inscrivaient leurs résultats dans un graphique, comme vous le voyez là. Et donc, on s'aperçoit au fur et à mesure de l'année que ils atteignent tous très vite le 20 sur 20, enfin le 20 sur 20, le 100% de réussite. Mais vous allez voir qu'on passe d'abord par certaines étapes. Donc, j'ai oublié de mettre mon chrono, ça va, j'y suis, non ? Donc, je me dépêche. Donc, on voit ici ce que vous avez eu tout à l'heure avec le 36,2, je crois. Ici, on le voit avec le 23 plus 24 plus 24 plus 25 plus 7 fois 24. Donc, ça revient à 10 fois 24. On a des choses aussi plus compliquées comme le 600 divisé par 25. Et comme vous voyez, ils sont assez... ils m'impressionnent des fois. Ils me disent, on sait que 100 égale 4 fois 25, donc 6 fois 100 égale 6 fois 4 fois 25.
Oui, bon, bref. Et donc, voilà, je me dépêche. Et il y avait ensuite, ce qu'on faisait, c'est une espèce de synthèse, d'élaboration de toutes ces corrections, et on essayait de trouver toutes les propriétés et de les assembler ensemble. Donc tout ce qui pouvait entraîner la distributivité, les affiches allaient ensemble, etc., etc. Donc ça permettait de remettre en œuvre toute la réflexibilité, les réflexions, etc. qu'ils avaient menées ensemble pour la rédaction de ces affiches, qui étaient ensuite envoyées à nos correspondants, puisqu'on a trouvé des correspondants à faute de liaison école-collège. Ensuite, ce que l'on faisait, c'est qu'on crée nous-mêmes, enfin, ils créaient eux-mêmes des défis qu'ils s'envoyaient entre eux à travers la classe, mais aussi pour d'autres classes. Donc c'était testé d'abord dans la classe et ensuite envoyé ailleurs, et avec bien sûr les fiches correctives qu'ils proposaient, en sachant qu'il n'y avait pas qu'une fiche corrective possible, plusieurs étant proposées, étant possibles. Et donc les erreurs récurrentes qu'on voyait au départ, qui ont disparu, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que l'écran est petit. Vous voyez sur la première, ils nous disent, voilà, c'est 600 moins 188 d'abord, et ensuite on fait 700 moins 677. Ça, je considère que c'est une erreur, puisque c'est pas 600 moins 188, mais 600 000 moins 188 000. Ensuite, sur celle de droite en haut, il y a une erreur qui est 23 fois 10 égale 230, parce que si on multiplie... Non, parce que... on ajoute toujours 10 quand on ajoute toujours un 0 quand on multiplie par 10. L'horreur, voilà, bref. Et finalement, en discutant entre eux, etc., ils finissent par établir que non, c'est pas comme ça, c'est pas on ajoute un 0. Et ils ont compris ensuite que c'est un déplacement. Voilà. Et une autre erreur aussi qu'on pouvait voir, c'est la reprise d'un résultat antérieur pour illustrer ce qu'ils veulent dire ensuite, comme le 2 fois 75 égale 150, donc 6 fois 75 égale 450. Sauf que là, non, c'était donc 6 fois 25. 6 fois, je dis des bêtises, mais bon, vous avez compris. Voilà. Et donc, à la suite de ça, ils avaient le droit à un petit diplôme. Il y avait d'autres erreurs que j'avais, mais c'est bon, voilà, tu vas en parler de toute façon. Voilà, merci. Voilà. Alors, en fait, une autre mise en œuvre est expérimentée en CM1, où la mise en commun constitue un moment clé de l'apprentissage. Et donc la motivation pour s'entraîner dans cette classe repose sur une rencontre interdegrés, et chaque élève dispose d'un support d'entraînement au défi. Et en fait, une fois les calculs effectués individuellement, mentalement ou à la calculatrice, on passe à la mise en commun qui suit toujours le même protocole. Voilà. Excusez-moi. Donc, tout d'abord, on recueille les différentes propositions de résultats, puis un sondage est effectué pour connaître la forme de calcul choisie majoritairement. On collecte alors quelques procédures d'élèves que l'enseignant écrit au tableau sous la dictée. Les procédures sont mises au débat, puis validées ou invalidées. Donc concrètement, elles sont explicitées, discutées, argumentées, complétées, validées par les élèves et par l'enseignant à l'appui de faits numériques et de propriétés rencontrées antérieurement. Parfois, de nouveaux éléments apparaissent, justifiant l'opportunité d'un nouvel apprentissage. Enfin, une discussion s'engage sur la pertinence du choix de la forme de calcul mental ou calculatrice. Et pour finir, l'efficacité des procédures est évaluée selon deux critères, la fiabilité et la rapidité. Alors, ces deux exemples de mise en œuvre sont détaillés, notamment dans un article que vous retrouverez à la fin dans les références, à la fin de la présentation. Et en fait, ce défi nous a semblé, au sein de notre groupe, présenter des potentialités tant du côté des élèves que des enseignants. Alors voici quelques potentialités du côté de l'élève.
Donc le défi calcul développe la capacité à mobiliser de manière simultanée des connaissances antérieures, soit au sein d'un même corpus de calcul, soit au sein d'un même calcul. Au-delà des enjeux d'apprentissage spécifiques du calcul mental, le temps laissé à l'élève pour choisir entre calcul mental et calculatrice constitue une douce injonction à observer et à mobiliser ses savoirs pour analyser les calculs. Le fait de pouvoir recourir à la calculatrice et que ce choix soit valorisé offre à l'élève aussi un sentiment de réussite. Et la mise en commun permet de faire émerger et de confronter les stratégies de calcul entre pairs. Donc inscrire dans la logique de la ritualisation cette phase collective offre une perspective de progrès aux élèves dont les habiletés sont les moins stabilisées et qui ont tendance à minimiser la prise de risque par l'usage de la calculatrice. La dimension rituelle des entraînements combinée à une posture d'accompagnement de l'enseignant assure à l'élève une sécurité cognitive et affective et l'incite à en savoir plus. Certes, on a réussi avec la calculatrice, mais on se rend bien compte qu'il y a des possibilités de réussir mentalement. Et à terme, en essayant et en s'en donnant les moyens, on pourrait y arriver soi-même. Alors cette pratique régulière participe de l'enrôlement des élèves, car il prend conscience de ses progrès. Alors du côté de l'enseignant, voici quelques potentialités. Le défi calcul est support de projet pour des rencontres interclasses, l'occasion aussi d'une collaboration professionnelle, et il participe de l'enrôlement des enseignants, voire même des équipes. Il constitue un moyen de programmer le réinvestissement de techniques travaillées antérieurement en classe, et la ritualisation des modalités de travail allège la charge cognitive de l'enseignant. Lors de la mise en commun, cette disponibilité lui permet de concentrer toute son attention non seulement sur les savoirs en jeu dans les calculs, mais aussi sur l'analyse immédiate des procédures proposées par les élèves pour adapter son action pédagogique et ses réponses mathématiques aussi. Ces potentialités nous ont conduites à envisager un dispositif de formation articulé avec le défi calcul. En effet, il nous semble que le défi, inscrit dans une démarche de formation, peut faire émerger chez l'enseignant l'intérêt d'enrichir ses connaissances mathématiques et didactiques liées à l'enseignement du calcul mental. Alors, à partir des éléments qui précèdent, nous avons conçu et mis en œuvre à plusieurs reprises un scénario pour la formation de formateurs. Nous le présentons rapidement, il s'organise en deux axes. Le premier, comprendre le dispositif. Donc tout d'abord, il s'agit pour les formateurs de vivre le calcul tel qu'il pourrait être mis en œuvre en classe. À l'appui de cette mise en situation, on cherche à saisir les enjeux didactiques de l'enseignement du calcul mental, et notamment cette articulation complexe entre les savoirs mathématiques en jeu et l'intelligence du calcul. Le deuxième axe consiste à outiller le formateur afin qu'il puisse à son tour former et accompagner les enseignants dans le déploiement du dispositif. Donc nous proposons aux formateurs de découvrir, analyser, faire évoluer nos outils pour les formations telles que la grille d'analyse d'items, la banque de calcul, la maquette des entraînements, afin qu'ils se les approprient, de connaître des mises en œuvre possibles d'entraînement aux défis, de les adapter, d'en concevoir de nouvelles, et de s'appuyer aussi sur le réel, à partir de traces écrites, vidéos, photos, production d'élèves, pour mutualiser, discuter et capitaliser des expériences de travail. Ces retours de pratique de classe portent sur divers points. Par exemple, les calculs inventés par les enseignants au-delà de ceux proposés par la banque de calcul. La gestion des mises en commun à partir de vidéos. Et le rôle et la place des traces écrites. La réflexion autour de ces éléments doit concrètement permettre aux formateurs, d'une part, de mesurer l'écart entre les pratiques habituelles et celles induites par l'outil, d'autre part, d'envisager l'intégration du défi dans une pratique de classe au plan des apprentissages,
et également de penser l'adaptabilité du dispositif DEFI-Calcul au contexte professionnel des enseignants qu'ils forment. Et finalement, les retours de formateurs à la suite des premières sessions du stage et les retours de pratique de classe nous ont déjà permis d'identifier des points de vigilance, et travailler sur ces points en formation devrait permettre aux formateurs formés de les repérer quand ils se manifestent, soit à travers les propos de l'enseignant ou de son activité en classe, et donc d'anticiper des réponses. Ces points nous incitent aussi à faire évoluer nos outils de formation. Ils concernent d'une part les procédures dans les phases de mise en commun ou de correction, notamment lorsqu'une seule procédure est présentée, alors que plusieurs de complexité équivalentes étaient possibles et qu'elles sollicitaient des propriétés différentes, voire étaient plus efficaces. Mais aussi lorsqu'une seule procédure est présentée au détriment de procédures moins rapides dont l'efficacité aurait pu être discutée. Ces points de vigilance concernent aussi les propriétés en jeu dans les calculs. C'est le cas lorsque la pertinence d'une procédure n'est pas questionnée. Par exemple, lorsqu'on explique que pour multiplier par 10, on prend le 0 du 10 et on l'emmène jusqu'au 6, alors que la multiplication par 10 pourrait être liée à la numération. Souvent, de telles procédures ont en outre un domaine de validité très local. Celle qui précède ne fonctionne plus pour multiplier par 10 un décimal. Et donc, c'est aussi le cas lorsque l'enseignant n'identifie pas les propriétés en jeu dans les procédures présentées, ou lorsqu'il ne les identifie pas dans les tâches qu'il propose. Par exemple, quand il ne repère pas qu'une addition avec retenue et une addition sans retenue engagent des propriétés différentes de la numération. Enfin, ces points de vigilance peuvent concerner l'exploitation des outils dans la classe, par exemple lorsque l'élève est invité à rechercher l'affichage qui correspond au calcul proposé. L'attention de l'élève ne porte plus alors sur les caractéristiques du calcul et on s'éloigne du pilotage du calcul par le raisonnement. Bien, pour conclure, nous avons raconté notre démarche d'une pratique de classe à une pratique de formation à divers degrés, continue, de formateurs. Elle n'est possible que parce que nous sommes un groupe pluricatégoriel, un collectif apprenant. Notre conviction est que notre dispositif, dans un contexte de formation, peut outiller les formateurs du point de vue des savoirs en jeu en calcul mental, des enjeux de l'enseignement-apprentissage du calcul mental et de sa didactique. Mais la durée de la formation, son accompagnement seront alors déterminants afin qu'ils puissent, les formateurs, à leur tour outiller les enseignants. Par ailleurs, notre travail pose des questions à la recherche, notamment celle de l'objectivation des effets du dispositif sur les apprentissages des élèves, des pratiques des enseignants et des formateurs, mais aussi dans les textes institutionnels ainsi que dans de nombreux travaux sur le calcul, notamment le nôtre, l'importance des propriétés des opérations est mise en exergue. Et toutefois, il nous paraît, ces éléments nous paraissent insuffisants pour concevoir une véritable progressivité pour leur enseignement tout au long de l'école élémentaire. Et nous semble que ce serait alors intéressant que la recherche se penche sur cette question. Voilà, nous avons terminé et nous vous remercions. Bien, merci pour la présentation de ce défi calcul et pour le retour d'expérience. Je pense que nous avons quelques minutes pour des questions. S'il y a des questions. Martin. Oui, aucune d'entre vous n'a parlé d'ordre de grandeur dans le... C'est que du calcul précis, apparemment. Oui, alors en tout cas, c'est du calcul. Alors, il faut voir que notre dispositif, comme il y a une vérification par la calculatrice, au moins dans un premier temps, il nous semble indispensable que les calculs proposés aux élèves puissent être effectués effectivement par les élèves pour vérifier, puisque ça participe vraiment de la motivation. Après, on pourrait imaginer un calcul... un travail sur les ordres de grandeur. Mais en fait, en faisant ce travail, on s'est aussi rendu compte finalement que les ordres de grandeur, ils interviennent pas forcément en vérification, mais dans le choix des procédures de calcul. Par exemple, pour calculer 28 fois 15, eh bien, on va plutôt faire 30 moins... Enfin, en tout cas, c'est plus efficace de faire 30 moins 2 fois 15 plutôt que 20 plus 8 fois 15, parce que justement, le 30, il est plus proche du 28. Du coup, il y a quand même l'ordre de grandeur qui intervient, mais pas forcément là où on l'attend toujours en termes de contrôle d'un résultat. Voilà. Mais évidemment, c'est important et la numération est puissante pour estimer les ordres de grandeur. Tout à fait.
ma question c'était presque la même, mais un tout petit peu différente. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure de 4 années moins 10 mois, pourquoi il n'y avait pas d'unité dans les calculs ? Et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler. Et de la même manière, en fait, les calculs qui sont proposés sont un peu magiques. Ça veut dire que ça marche par hasard. La plupart des calculs mentaux qu'on fait dans la vie de tous les jours ne sont pas sujets à ce genre de simplification, 33,1 plus. Donc en fait, pour les gamins, c'est plutôt un jeu complètement abstrait qui certainement ils n'auront pas l'occasion de la jouer dans la vie de tous les jours, puisque la plupart du temps, le calcul mental qu'on fait quand on additionne son compte au supermarché, ça tombe pas juste, et on a besoin d'autres techniques de calcul. Je veux bien au moins répondre à la première partie par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'unité. En fait, ça fait partie des perspectives d'évolution du dispositif, mais là c'est exactement en fait un peu la même réponse que par rapport à l'ordre de grandeur, c'est que comme en fait il faut voir notre démarche, elle est assez empirique, on pourrait dire. On vient au départ, on a un support qui nous est donné, qu'on prend voilà, ça vient d'un éditeur, et du coup après on fait évoluer, et finalement c'est sûr que le fait de proposer des calculs avec des unités, ça peut être extrêmement riche. En fait, ça fait partie des questions qu'on se pose actuellement, mais ce qu'on se dit aussi, c'est que voilà, un calcul avec des unités, il peut pas, la calculatrice ne va pas donner directement le résultat. Ça veut dire qu'on change de jeu. Et donc, ça veut dire pour moi qu'il faut déjà avoir rassuré l'élève sur le fait que qu'il soit déjà rentré dans la dynamique du calcul, peut-être sur des calculs formels et séduisants, où en fait il y a une astuce, mais justement, je pense que des fois c'est ça aussi les mathématiques, chercher le truc, comment on dit, le haha, ou et du coup, dans un second temps, je pense une fois que l'élève il est rassuré sur le fait que, d'abord il a appris des marques en calcul mental, et on peut ajouter des calculs, mais pour lesquels la calculatrice va l'aider, mais ne va pas lui donner la bonne réponse. Le fait qu'elle donne la bonne réponse me semble extrêmement important, moi, au début, pour rentrer dans le jeu, en fait. Oui, en même temps, on ne commence pas par faire du défi calcul au premier jour de petite section. En fait, l'élève a déjà une histoire. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, voilà, c'est ça. Bon, nous avons peut-être la place pour encore une ou deux courtes questions. Savoir si le fait d'enlever des points et le fait d'enlever autant de points si on choisit mental ou calculatrice, quelle influence ça a dans le choix des élèves? Est-ce que ça a une influence ou pas, en fait? Alors, en fait, donc effectivement, on n'avait pas choisi le même barème, notamment entre Nathalie et puis moi. En fait, étant donné que la calculatrice est là quand même pour rassurer les élèves et qu'ils peuvent gagner des points avec cet outil, eh bien, il y a une prise de risque qui est augmentée effectivement avec ce choix. Dans ce choix, et si on ne fait pas un choix, soit on n'a pas de points, soit on perd un point, ou 2 points. Mais disons que, étant donné qu'il y a en appui la possibilité de recourir à la calculatrice, eh bien, je ne pense pas que cette perte de points puisse trop déstabiliser les élèves. C'est-à-dire qu'ils peuvent modifier leur calcul mental ? Non. Non, alors en fait, ils ne peuvent pas vérifier les calculs qu'ils ont faits mentalement, mais disons qu'ils ont plusieurs options qui se proposent à eux, et donc par ce temps laissé à la réflexion, ils peuvent mesurer leur prise de risque. Et au cas où, aussi, prendre le risque de finalement de donner un résultat qui serait faux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors peut-être une dernière question. Bonjour.
J'aurais voulu savoir si le défi était le seul support de calcul mental utilisé dans les classes, et si les procédures faisaient l'objet de réinvestissement à d'autres moments, ou si au contraire elles étaient présentées avant que les défis aient lieu, les procédures institutionnalisées à d'autres moments. Oui, alors non, en fait, ce n'est justement ce défi, enfin les entraînements défi calcul ne prennent pas toute la place des activités de calcul tout au long de l'année. Souvent, elles sont réalisées dans le cadre d'un projet de rencontre interclasse, donc parfois c'est sur une période, donc elles n'ont pas l'ambition de remplacer et de supplanter les autres activités liées au calcul, et notamment des activités qui seraient contextualisées. Et par ailleurs, oui, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Oui, en fait, on est quand même sur une démarche de rebrassage de connaissances, voilà, de réinvestissement, de rebrassage, de mobilisation et de réactivation de connaissances. Oui. Et ça fait vraiment partie des points qu'on discute dans la formation, la place des calculs du défi par rapport à l'apprentissage global du calcul mental, où il y a effectivement un certain nombre de choses qui doivent être entraînées de façon beaucoup plus régulière que... là, on est sur des moments spécifiques, en fait, le calcul mental, avec le défi. Bien, merci. Je crois qu'on va conclure cette session thématique 1. Merci aux intervenants et intervenantes.